Aujourd'hui, dans Méditerranéo, de la gourmandise et de la découverte. Tout d'abord, un précieux nectar en Tunisie. L'huile d'olive est un pilier de l'économie du pays qui se classe toujours dans le trio de tête des producteurs mondiaux et même premier dans le domaine du bio. Cette année, les récoltes sont abondantes et la qualité au rendez-vous. Ce n'est pas pour le parfum de son huile d'olive que nous irons en Italie, mais pour une découverte de maisons bien particulières. Les Trulli sont d'anciennes habitations aux toits pointus. Dans la petite ville d'Alberobello, dans les Pouilles, les touristes affluent pour visiter ces étranges demeures. Et nous terminerons par un détour du côté d'Aix-en-Provence. Les calissons, une confiserie bien d'ici dont on est fier. La recette est inchangée depuis 1830 et les fabricants ont réussi à protéger leur précieuse douceur sucrée des convoitises. Il y a quelques années, un fabricant chinois a tenté le plagiat. Les vertus de l'huile d'olive sont bien connues et les pays producteurs comme la Tunisie bénéficient de cette bonne image avec des ventes qui se portent bien. Le pays a misé sur la culture bio et aujourd'hui il détient la plus grande superficie cultivée sans pesticides. En ce mois de février, dans les oliveraies, les ouvrières sont toujours à l'œuvre, d'autant qu'une météo favorable a boosté les récoltes. En ce début du mois de décembre, la récolte touche bientôt à sa fin dans cette oliveraie de Zarziz, au sud de la Tunisie. Toute la famille Ghanem est à l'œuvre sur plusieurs niveaux. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas le vertige. Et puis le Seigneur, ces branches, il les a créées pourquoi? Pour qu'on puisse monter dessus et cueillir les olives d'en haut. On pose l'escabeau pour cueillir à partir des bords, tout autour. Et de l'intérieur, nous, on monte sur les branches du haut et on cueille ce qui est difficile d'accès. Elle, là-bas, elle cueille au cœur de l'arbre. Et puis il y en a un avec moi, sur l'escabeau. Il y en a une autre qui cueille les branches du bas. Et tu vois, la vieille là-bas, elle trie les brindilles. La petite là, elle glane les olives au sol. Et nous, on cueille les olives sur l'arbre. Ici, pas de mécanisation. La taille et la forme des arbres ne le permettraient pas. Pour Atef Slim, propriétaire de l'oliveraie voisine et du moulin qui va triturer les fruits de la famille Ghanem, la cueillette manuelle, malgré son coût, est fructueuse. La meilleure qualité, c'est celle qu'on cueille à la main. C'est la meilleure. Parce qu'on conserve bien le fruit. On conserve bien la qualité des fruits. Si vous voyez bien, il est bien soigné. Et en plus, l'arbre, les nouvelles pousses, les bourgeons, ils restent intacts avec la technique manuelle. La parcelle compte une centaine d'arbres. 560 kilos d'olives sont ramassés chaque jour. Pendant la période de la cueillette, la famille s'installe au cœur de l'oliveraie, sous la tente, tout près de la récolte du jour et du patriarche, qui pratique cette activité depuis 35 ans. On va les presser avec la machine chez Atef. On les presse et on les mange à la maison. J'ai essayé chez d'autres, mais maintenant je ne vais plus que chez lui. Un peu parce qu'on est proche, et un peu parce que j'ai appris à le connaître. Je l'aime beaucoup, ce type. Au moulin d'Atef Slim, on traite en moyenne 15 tonnes d'olives par jour. Les fruits sont soigneusement lavés, débarrassés des restes de feuillage, avant d'être broyés, puis malaxés. L'opération se fait à froid afin d'obtenir une huile extra vierge. Et cette année, après 5 campagnes moyennes marquées par la sécheresse, leur verre coule à flot. C'est une grosse récolte. On estime à 340 000 tonnes d'huile d'olive sur le plan national.
Cette année, ATEF se lance dans la vente en bouteille et dans l'exportation. Une nouvelle loi permet à chaque producteur d'aller sur le marché international, jusqu'alors réservé aux grandes entreprises. Ça valorise le produit. Parce qu'on passe toute une année à bien chouchouter les oliviers, bien s'en occuper. Et après, à la récolte, la presse qui est déjà pour avoir de la qualité, c'est très fin à y parvenir. Donc après, pour valoriser tout ça, c'est mieux de la mettre en bouteille et de la vendre comme ça, c'est mieux. Changement de paysage, de climat. À Tukabor, au nord de la Tunisie, les frères Ben Ismaïl représentent la 8e génération d'oléiculteurs. Merci. On veut vraiment changer un peu notre image de la Tunisie. La Tunisie, c'est pas seulement du désert et puis des hôtels et tout, des plages. Et aussi, c'est de la verdure, de l'agriculture. Les frères se lancent dans l'oléotourisme et accueillent chaque week-end des groupes de visiteurs. Vous aimez l'huile d'olive tunisienne? Oui. Vous allez l'aimer ici, on encore plus aujourd'hui. Après la visite de l'oliveraie, vient le point d'orgue de la découverte, la dégustation. Je vous dis pourquoi. Oui. Maher Ben Ismaïl est un expert en dégustation, membre de jurys internationaux. Il faut que la température d'huile atteigne 28 degrés pour que les arômes d'huile d'olive sortent. Donc c'est olfactif avec le nez, l'amertume c'est gustatif sous la langue et le piquant c'est tactile avec la gorge. L'opération se déroule de façon quasi scientifique, avec tous les sens en éveil. C'est très bon, il y a les vertus qu'on cherchait et on va en acheter beaucoup. Le fait d'être guidé, c'était très intéressant de trouver des saveurs. Sinon, moi j'aime bien les huiles comme ça, bien piquantes, amères. Et là, j'ai pas été déçu. C'est pourquoi le bar à huile de la famille Ben Ismaïl a été une première en Tunisie en 2017 et le concept semble bien fonctionner. le chiffre de tourisme d'huile d'olive, il a dépassé le chiffre de la production d'huile d'olive. Et ça, c'est bien pour nous, pour faire un certain équilibre financier. Et on a reçu plus que 12 000 visiteurs l'année dernière. Et ça nous renforce pour développer plus au plus l'oliotourisme. Avec des olives cueillies en début de maturité entre octobre et novembre, l'huile bio produite ici est très riche en polyphénol, à tel point que les Japonais, par exemple, l'utilisent quasiment comme un médicament. Du Japon au Koweït ou encore à la Suède, 90% de la production du domaine est exportée. On a des variétés tunisiennes qui sont très riches en antioxydants, en polyphénol. On doit vraiment produire une bonne huile de qualité médicinale. Ça peut nous donner un positionnement très bien dans le marché mondial. Malgré des hivers parfois sévères, les oliviers de Tukabor sont soumis à des sécheresses extrêmes de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Comme 90% des oliveraies tunisiennes, ce verger n'est pas irrigué. Alors on utilise ici la méthode millénaire des Zoya, ces jarres de terre cuite. Le phénomène, c'est que les racines de l'olivier, il entoure la jarre et il absorbe l'eau pendant 70 jours. Ça, c'est bien pour faire survivre nos oliviers, car en été, on passe par des périodes de sécheresse très agressives. On passe même à 50 degrés pendant 2-3 jours. Ça, c'est pas bien pour l'olivier. Retour dans le sud, à Zarziz, chez ATEF Slim. Ici, pas de méthode ancestrale, mais plutôt une technologie de pointe. Pour utiliser l'eau saumâtre de son puits, ATEF a fait installer une station de dessalement. 9 grammes de sel par litre à l'entrée, 0,7 à la sortie. La ressource permet l'irrigation d'appoint de 500 arbres. La station sera bientôt alimentée par l'abondante énergie photovoltaïque. Elle a été entièrement conçue par des ingénieurs de Zarziz. On a considéré le cas d'utilisation locale, de quoi ont besoin les gens dans dans l'exploitation, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, quelles sont leurs contraintes, quelles sont aussi la qualité de la main-d'œuvre disponible, comment ils peuvent interagir avec ce type de machine. Et aujourd'hui, on a une machine qui est totalement autonome, adaptée au contexte, et donc qui permet aujourd'hui d'assurer les besoins du moulin, mais aussi les besoins pour l'irrigation.
Il y a quelques années, Atef Slim a planté de nouveaux arbres pour préparer l'avenir. Une décision permise par la disponibilité de ce système d'arrosage d'appoint, indispensable aux jeunes oliviers. Il faut une capacité d'eau vu les changements climatiques. Donc on n'a pas assez d'eau en pluviométrie comme c'était dans la manière ancestrale, mais là, c'est essentiel. C'est essentiel pour les nouveaux pieds, pour la production, pour maintenir une production stable. On est passé d'une pluviométrie annuelle de 200 à 130 à 140. C'est considérable quand même. Après son grand-père et son père, Atef veille aux destinées de ce verger bio de 110 hectares. On a 2500 pieds, anciens pieds plus de 100 ans, et les petits jeunes de 3 ans, 100-500. Des variétés locales, adaptées au climat, mais jusqu'à quand? Ça, c'est le Chemlali de Jarvis. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien cet arbre. Il est très beau déjà de vue. Particularité, gourmand en eau, mais très productif. Très productif. Si avec des bonnes récoltes, on peut en tirer 500-600 kilos. Hein. C'est des gros trucs. À Tunis, l'Office national de l'huile supervise la filière pour le compte de l'État. Ici, toutes les huiles sont analysées. Celles destinées à l'exportation subissent un contrôle sanitaire. Au cours des dernières décennies, l'accent a été mis sur la qualité, avec une montée en gamme de la production nationale. Dans les années 90, 30% de notre production, c'était de l'extra vierge. Et maintenant, on est à 80%. Aujourd'hui, la Tunisie est, selon les années, le deuxième producteur mondial derrière l'Espagne. 45% de sa surface agricole est consacrée à l'huile d'olive. Il y a une extension actuelle de la superficie des oliveraies de 15 à 20 000 hectares par an. Et actuellement, nous sommes donc en termes de croissance de la production liée au fait que plusieurs oliveraies rentrent en production chaque année. À Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis, dans les cuisines du restaurant Darzarouk, l'huile d'olive est l'ingrédient commun à toutes les recettes. Khadija Dendeni, la chef tunisienne, s'occupe des spécialités locales, comme la salade méchouia. Poivrons grillés, thon et bien sûr... Nous travaillons avec une huile locale, une huile extra, un délice, une huile légère, une huile de l'année. L'huile d'olive est la base de la cuisine tunisienne. On s'en sert pour la préparation des plats, on s'en sert pour assaisonner nos salades, on peut en consommer au petit déjeuner. C'est un aliment aux nombreux bienfaits. La méchouia. Oui, la méchouia. Avec de thon, avec l'huile d'olive, très bon. Exceptionnel. Very good. Bravo, madame. Merci, chef. Le chef Walter Sorrentino réalise la partie italienne de la carte. Ci prepariamo una spaghetto con le vongole. Et l'huile d'olive est bien entendu à la base de toutes les recettes. Io sono siciliano. Moi, je suis sicilien. Et disons que l'huile sicilienne et l'huile tunisienne se ressemblent beaucoup, surtout dans la façon de cultiver l'olive, qui est très similaire à ce qui se fait en Sicile. Que ce soit pour une question de sol ou de température. L'huile d'olive est fondamentale. Je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Et elle doit être d'excellente qualité. Et sur toutes les tables tunisiennes, on trouve bien évidemment une bouteille d'huile d'olive. Un produit ancré dans son terroir, l'un des trésors de la Tunisie rurale. À présent, nous partons à la découverte de ces drôles de maisons blanches en pierre calcaire, aux toits coniques avec peu d'ouverture. Appelées troulis, elles sont un héritage du passé, une technique de construction en pierre sèche qui date de la préhistoire.
Les touristes sont de plus en plus nombreux à venir les visiter. Les Trulli font toute la singularité d'Alberobello, le village le plus emblématique de la région des Pouilles en Italie. Une couleur blanche qui saute aux yeux. C'est la première impression que vous ressentez lorsque vous découvrez ce village d'Alberobello pour la première fois. Alberobello, le bel arbre en italien, un surnom qui colle bien à cette commune du sud de la péninsule dans la région des Pouilles. Un lieu consacré au patrimoine mondial de l'humanité pour la préservation de ces célèbres trulli, ces maisons surmontées de leurs toits pyramidaux de forme conique. Des constructions sans mortier en pierre sèche, technique héritée de la préhistoire, est toujours utilisée dans cette région. Ces trulli sont apparus au milieu du XVIe siècle. On en recense plus de 1500 aujourd'hui. Cet ensemble architectural urbain revêt une importance historique aujourd'hui reconnue sur le plan international, surtout comme le témoignage de conditions de vie les plus précaires. Les gens ne vivaient pas seuls dans cette pièce. Les plus jeunes, les enfants dormaient et jouaient au-dessus dans la partie supérieure, dans le cône des trulli. Il n'y avait pas de fenêtres et très peu d'ouvertures pour laisser passer la lumière. Ici, dans cet espace unique, c'était le lieu de vie de l'habitation. Mais les gens vivaient à l'extérieur la plupart du temps, sur leur lieu de travail principalement. Dans cette pièce principale, le confort était réduit à sa plus simple expression. Le manque d'arrivée d'eau, surtout, restait très pénalisant. Pour se laver, pour faire la cuisine, il ne se servait que de cette bassine. Il fallait la renouveler quotidiennement. Une contrainte des plus pénibles. C'est aussi une des caractéristiques majeures du mode de vie dans ces trulli. Si Luca De Felici se montre toujours aussi passionné lorsqu'il évoque l'histoire de ces trulli, c'est que cette histoire est aussi celle de sa famille. Ses grands-parents n'ont connu que ces maisons-là. Il a voulu leur rendre hommage en s'installant à son tour dans le trulli familial. Personnellement, j'ai vécu quelque temps dans un trullo. Ma grand-mère, elle, n'a connu que cela. Quand elle nous a quittés, j'ai voulu lui rendre hommage avec mon épouse en m'installant dans son trullo. Une expérience très enrichissante, mais très difficile au quotidien. On souffre surtout du manque de lumière et de l'absence de toute forme de commodité. Une ambiance plutôt triste, surtout les jours de pluie. Ne pas pouvoir se laver comme on le veut, ou cuisiner dans des conditions précaires, on n'est plus habitué à cela. Aujourd'hui, avec nos habitudes de confort moderne, c'est un lieu emblématique, bien sûr, mais pas du tout pratique. Mais connaître cette expérience, vivre dans un trullo, permet surtout de comprendre quelles étaient les conditions de vie de nos ancêtres et tous les sacrifices qu'ils faisaient. Nos trulli sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'humanité. Non pas pour la structure, mais comme témoignage de l'histoire sociale de ce pays. C'est très important aussi de se rappeler dans quelles conditions vivaient les gens ici. C'est aussi toute la grandeur et la noblesse qui les caractérisaient. Devoir de mémoire. Dans ce village d'Alberobello, on a su magnifiquement préserver l'histoire de la commune. En 1996, l'UNESCO a classé ce site au patrimoine mondial. Une reconnaissance internationale qui attire encore plus de visiteurs et de touristes. Une pression qu'il n'est pas toujours facile de gérer. L'éternel débat entre préservation d'un territoire et intérêt économique. La commune, pour faire face, a repensé dans son ensemble l'aménagement de son environnement direct pour s'adapter à toutes les contraintes. Bien sûr, ce n'est pas facile de faire face à cette pression touristique. Par exemple, on travaille pour améliorer l'accès au site des trulli, notamment pour mieux gérer l'arrivée des voitures. Il faut commencer par aménager des espaces sur la périphérie autour du centre-ville.
On parle ici d'une distance au maximum d'1 kilomètre pour pouvoir visiter ce centre historique. À nous d'améliorer tout cela pour rendre cette distance agréable pour tous les touristes. En fait, on aménage la campagne à la porte du centre-ville. Tout le monde en profite. On crée des chemins de randonnée, des pistes cyclables. Tout cela améliore grandement notre environnement direct. Et pas seulement pour celui d'Alberobello, mais également pour celui de toute notre région. Le quotidien et le niveau économique des habitants d'Alberobello a profondément évolué avec la manne apportée par l'économie touristique. Il n'est qu'à voir la rue principale qui abrite de trop nombreux commerces et magasins de souvenirs. Quelques familles habitent encore dans certains trulli. Les traditions ont aussi la vie dure ici. La commune, devant un tel engouement exprimé par les nombreux visiteurs, ne manque pas d'ambition. En s'appuyant sur son histoire et sa culture, elle entend développer encore plus son image. Cette reconnaissance internationale nous a apporté évidemment beaucoup. Il y a eu une répercussion sur l'ensemble de notre économie. Aujourd'hui, nous cherchons à développer d'autres activités autour de ce site pour améliorer encore plus notre offre, en s'appuyant notamment sur l'aspect culturel et historique d'Alberobello. C'est pourquoi nous nous sommes portés candidats pour devenir capitale italienne de la culture en 2027. Pour mieux gérer l'afflux des touristes et protéger nos sites, nous essayons d'étendre nos activités tout le long de l'année, en s'appuyant aussi sur les différentes actions culturelles que nous proposons. Tous les historiens se perdent encore aujourd'hui en conjecture sur les raisons qui ont poussé les habitants d'ici à adopter cette façon de construire, ainsi que les mystérieux symboles qui ornent certains toits de ces trulli. Alberobello, le bel arbre, n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Le calisson d'Aix, cette friandise à la forme bien particulière et au goût inimitable, est très protégée. Et quand un entrepreneur chinois a voulu usurper la marque il y a 10 ans, la riposte a été rapide, mais il a fallu près de 12 mois de procédure pour que les fabricants français d'Aix-en-Provence obtiennent gain de cause. Cette célèbre douceur à base d'amandes et de fruits confits a été conçue il y a fort longtemps. Son histoire remonte au XIIe siècle. Le calisson, une institution à Aix-en-Provence. Cette spécialité fait la fierté des Aixois. Pour moi, c'est une confiserie. C'est ce qu'on offre toujours aux grands-parents ou aux tantes ou à la famille. Une douceur, une gourmandise, du rêve. C'est les traditions. C'est la cuisine qui représente Aix-en-Provence, moi je dirais même. Dans cet atelier, on en fabrique depuis 1920. La recette est inchangée avec son goût de Provence. Un calisson, c'est un tiers d'amande, un tiers de melon et un tiers de sucre. La première étape, j'ai échaudé les amandes, c'est-à-dire qu'on les remouille pour stabiliser le gras des amandes. Deuxième étape, je fais un mélange amande-melon. Et la recette ne s'arrête pas là. C'est un ovale pointu sur les côtés qui se présente sous forme de 3 couches. Donc d'abord l'hostie, ensuite la pâte du calisson et ensuite la finition qui est la glace royale. Pourtant, cette douceur a bien failli échapper au patrimoine provençal pour être copiée bien loin de son terroir. Laure Pierrinard préside l'Union des fabricants. Et bonjour, comment ça va? En 2016, la guerre est déclarée. La jeune femme s'en souvient très bien. Un matin, notre cabinet de marque qui fait une veille internationale sur le mot calisson d'Aix nous informe que la marque a été déposée en Chine. Calisson d'Aix, dépôt en Chine. Les avocats français ont alors mené une longue bataille pour sauver le calisson d'Aix. 2 ans plus tard, l'Office des marques chinois a fait tomber la marque et on a récupéré notre appellation. Éclairés par cette mésaventure, ils ont décidé de postuler pour obtenir l'IGP, l'indication géographique protégée. Dans cette pâtisserie bien connue des Aixois, ici on fait du calisson depuis 3 générations. On en vend toute l'année et ils attendent avec impatience le label. Aujourd'hui, c'est de voir en fait ce savoir-faire totalement détruit parce que repris avec un niveau de qualité, d'exigence très très faible. On ne fait pas des calissons pour l'argent, on fait des calissons par passion.
Toute la filière s'organise pour gagner cette bataille de l'IGP, comme ces producteurs d'amandes qui se préparent. À eux seuls, l'an dernier, ils ont récolté 15 tonnes d'amandes, eux aussi mises sur la certification. Là, on sait qu'on a des clients, des gros clients qui pourront acheter nos amandes et bien les valoriser. La réponse qui n'est pas attendue avant plusieurs mois, tout un terroir l'espère, avec à la clé des milliers d'emplois. Ainsi se termine Méditerranéo. À bientôt pour d'autres reportages en Méditerranée.